Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon second point lecture pour le mois de mai. Aujourd'hui j'ai donc 4 romans ainsi que 2 romans graphiques à vous présenter. Je vous donnerai tout d'abord mon avis sur Solitude par Nico Takian que j'ai donc écouté en livre audio. Ensuite je vous parlerai de ma lecture du dernier roman de Aurélie Wallenstein, donc Le désert des couleurs, qui vient de sortir aux éditions Scrinéo. Après ça, ce sera autour du premier tome, je ne sais pas si c'est un premier tome ou si c'est un one-shot, Daisy Threshold par Sissi Dark aux éditions Rebelle. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture du roman Les héritiers de Briseyn, donc le tome 1, La malédiction du bois d'ombre par David Brie, qui est également une nouveauté. Et puis, côté roman graphique, je vous en présenterai 2, qui sont tous les deux des adaptations de romans. Tout d'abord, il y a Entre les lignes, qui est l'adaptation du roman Toutes les histoires d'amour du monde par Baptiste Beaulieu. Et puis, il y a également Le cœur des femmes, qui est l'adaptation du roman du même nom par Martin Winkler. Je vais donc démarrer avec Solitude par Nico Takian, que j'ai donc écouté en livre audio. Si vous me suivez, vous savez que je lis pas forcément beaucoup de thrillers, c'est loin d'être un genre majoritaire sur ma chaîne, mais ça peut m'arriver d'en lire de temps en temps. En l'occurrence, Solitude, en fait, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Piketty, donc Steph, qui en avait parlé, qui avait dit qu'elle l'avait vraiment bien aimé, qu'elle l'avait vraiment lu rapidement, je crois, et puis voilà, que ça lui avait bien plu. Et en fait, donc c'est mon partenariat avec Audiolib. Ils m'ont proposé régulièrement ils m'envoient une petite liste de titres et du coup dernièrement dans une des dernières listes il y avait donc Solitude par Nico Takian. Je me suis donc souvenu que j'en avais entendu parler sur la chaîne de Steph et je me suis dit que c'était l'occasion de le tenter, surtout qu'il est pas très long. En écoute il fait 6h49, en général ça fait l'équivalent d'un roman de 300 pages environ, 330 pages peut-être. Et donc du coup l'histoire de Solitude, c'est l'histoire d'un... Alors c'est une histoire qui se passe en fait dans un village perdu au milieu de la montagne. On est vraiment en plein cœur de la montagne, à un endroit qui est très difficilement accessible. On est dans les Alpes si je dis pas de bêtises et voilà, vraiment c'est très très perdu dans la campagne. Et à cet endroit-là, il y a donc un arbre très important et on va retrouver le corps d'une femme pendue à cet arbre. On ne sait pas très bien qui elle est, ni comment elle s'est retrouvée là, et surtout elle a la particularité d'avoir un mot en grec écrit dans le dos, enfin vraiment écrit, c'est-à-dire creusé dans son dos, enfin bref, voilà, c'est pas très ragoûtant. Et en fait nous on va suivre du coup une enquêtrice qui vient je crois de Grenoble et qui est du coup chargée d'enquêter à cet endroit là. Du coup on nous explique qu'elle doit déjà faire tout un périple pour arriver à cet endroit et puis sur place elle va rencontrer différentes personnes. Elle va rencontrer notamment un homme qui a passé une grosse partie de sa vie au Québec et qui est un peu renommé comme étant une sorte de chef indien. On a également du coup l'équipe de police locale et puis un garde forestier qui va assez vite prendre de l'importance dans toute cette histoire. C'est un récit que j'ai vraiment beaucoup apprécié, surtout par son ambiance de montagne vraiment complètement gelée, coupée du monde par une tempête qui du coup bloque l'accès de certains tunnels, etc., qui permettent d'y accéder normalement. Donc voilà, c'était vraiment très chouette pour tout ça. J'ai trouvé que l'enquête était vraiment bien faite et j'ai trouvé d'ailleurs la conclusion vraiment très bien trouvée, ce qui est quand même, je trouve, une chose assez importante quand on lit des thrillers. En l'occurrence, je l'ai vraiment trouvé bien trouvée. J'aurais bien aimé même qu'elle soit un petit peu plus longue, un petit peu plus développée. La lecture audio était très chouette elle aussi, même si j'ai trouvé que la voix de François Hatt s'accordait pas forcément toujours très bien aux voix de femmes, et surtout en fait aux voix de femmes quand elles s'énervent ou quoi. Je trouvais que ça collait pas forcément toujours, mais pour le reste vraiment j'ai beaucoup aimé sa lecture. Je crois que c'est la première fois que que j'écoutais un livre audio qui était lu par lui. Dans ce roman, il y a un petit aspect mystique, c'est pas du tout la majorité du roman, on est principalement sur un thriller classique, mais il y a des petits aspects mystiques qui existent. Ces aspects-là m'ont peut-être un petit peu moins convaincue que le reste, mais voilà, comme je vous dis, c'est quelque chose d'assez secondaire. Donc dans l'ensemble, ça a vraiment été une chouette découverte, je suis très contente de l'avoir lu. Pourquoi pas à l'occasion retenter avec Nico Takian en livre audio ou pas. Et puis voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à le découvrir. Pour moi, vraiment, ça a été une chouette découverte.
Je lui ai mis du coup la note de 17 sur 20 et ça a vraiment été une bonne lecture, d'autant plus que je l'avais pas mal enchaîné en fait avec Impact par Olivier Norek qui est aussi un thriller et que j'ai aussi lu en livre audio et dont je vous ai parlé du coup dans ma dernière vidéo. Mais voilà, du coup j'ai vraiment une chouette découverte. Ensuite, je me suis tournée vers le roman Le désert des couleurs par Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. C'est un service presse que j'ai reçu de la part des éditions Scrinéo. Tous les ans, Aurélie Wallenstein sort un nouveau titre dans leur catalogue, tous les ans à peu près autour du printemps. Et j'avais vraiment très très hâte de découvrir Le désert des couleurs parce que le résumé m'intriguait vraiment beaucoup. En fait, on est sur une histoire dans laquelle il y a un peuple qui vit en fait, il ne reste plus qu'une espèce d'animaux. Tous les autres animaux n'existent plus, on ne sait pas vraiment. Et dans ce peuple, en fait, à chaque fois, il y a un enfant qui naît. En fait, il naît à la suite d'une visite du marchand de sable auprès de sa mère. Et voilà, en fait, assez rapidement après, l'enfant naît, il a un développement qui est beaucoup plus rapide que la normale. Et puis, en fait, cet enfant ensuite est utilisé un peu comme une sorte de messager, si on veut, et d'encre à souvenir, puisqu'en fait, ces enfants se souviennent d'absolument tout. Et du coup, ça permet en fait d'envoyer des équipes d'expédition dans le désert des couleurs, puisque ce peuple vit donc au bord d'un grand désert. Ils sont complètement coupés du reste, ils ne savent pas du tout s'il y a d'autres choses qui existent. Ils supposent qu'il y a une cité qui existe et dans laquelle les choses se passent beaucoup mieux, mais qu'elle est de l'autre côté du désert. Et en fait, la particularité de ce désert, c'est qu'il absorbe les souvenirs des gens qui le traversent, et que du coup, les gens qui le traversent deviennent complètement amnésiques. Et du coup, c'est pour ça voilà, qu'ils envoient ces enfants, je crois qu'ils appellent ça des mimorians, je ne sais plus exactement. Et du coup, voilà, ils les envoient dans le désert avec un humain pour qu'en fait, il aide l'humain à se souvenir, etc., à pas tout oublier, et puis du coup, en espérant qu'il y ait une expédition qui va enfin réussir à traverser le désert. Et du coup, à chaque fois, cette expédition est également accompagnée d'un oiseau, puisqu'en fait, les oiseaux fonctionnent par paire, et qu'en fait, ils peuvent se transmettre les messages de l'un à l'autre par télépathie en quelque sorte. Et donc, en fait, ça permet du coup de donner des nouvelles au village. Du coup, donc, nous on suit un enfant qui s'appelle Kabal Rai, qui du coup est donc le fils d'un marchand de sable et qui va grandir donc dans ce village et va devenir le prochain Mimorian qui va devoir traverser le désert. Il va se retrouver finalement à traverser le désert en compagnie de Irae, qui est sa demi-sœur, c'est écrit dans le résumé, et on va voir du coup aussi le lien qui existe entre ces deux-là. C'est un titre que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Si vous avez déjà lu du Aurélie Wallenstein ou bien si ses écrits vous font un peu peur pour leur dimension un peu sanglante, je vous invite du coup à découvrir Le désert des couleurs parce que vraiment c'est un titre qui est beaucoup moins sanglant, ça c'est sûr, que ses autres romans. Il est aussi, je dirais, dans l'ensemble plus lumineux, même si ça parle pas forcément de choses qui sont très joyeuses. On parle voilà, quand même d'amnésie, etc. Et l'aspect écologique très cher à Aurélie Wallenstein est bien présent ici également. Mais voilà, c'est peut-être pas présenté de manière aussi frontale que dans d'autres de ses romans. Pour ma part, j'avais vraiment adoré Mère morte. Je pense que c'est mon préféré de l'autrice, c'est celui que je vous recommande le plus. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Et Le désert de couleurs est pour moi vraiment une réussite. C'est un titre du coup qui est à la frontière entre fantasy et anticipation, c'est-à-dire qu'on a plutôt l'impression d'être dans un monde de fantasy, mais par rapport à certaines choses qui sont dites, etc., on a, c'est comme je vous disais, voilà, un aspect un petit peu écologique qui peut du coup un peu faire penser à l'anticipation, mais pour moi on est quand même plutôt sur de la fantasy. C'est l'écologie du coup voilà, un petit peu plus douce que ce qu'elle a pu faire d'autres fois. J'ai beaucoup aimé le lien fraternel entre Irae et Kabal Rai, qui a un lien assez compliqué. J'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages, tout ce qu'on apprend en replongeant du coup dans les souvenirs d'Irae. Et même si j'avais vu venir le plot twist, même si j'avais compris assez vite en fait le plot twist justement par rapport aux souvenirs d'Irae, ça n'a pas empêché que j'ai beaucoup apprécié ce récit, que j'ai beaucoup aimé les réflexions en fait qu'ils ont sur eux-mêmes, sur leurs liens, sur l'autre, sur leur peuple et puis sur l'humanité en fait de manière plus générale. J'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et du coup, voilà, c'est à nouveau vraiment une belle réussite, je trouve, de la part d'Aurélie Wallenstein et un roman que je vous recommande très grandement. Je lui ai mis la note de 18 sur 20. Ensuite, on va passer à une lecture qui m'a moins plu, vraiment moins plu, à savoir donc Daisy Threshold aux éditions Rebelle. Donc c'est par Sissi Dark, je crois que c'est un duo d'auteurs, si je dis pas de bêtises. Le sous-titre, c'est Mais quel est le secret du manoir de Covert Flamme. Voilà.
Alors, en fait, pour vous expliquer, j'ai lu ce titre dans le cadre du bingo du PLIB. Il fallait lire en fait un titre qui a fait partie de cette édition du PLIB. Et du coup, j'ai regardé parmi ce que j'avais récupéré dans les EPUB en fait qui nous étaient offerts en tant que juré. Et ce récit-là m'intriguait quand même pas mal. J'étais plutôt curieuse de voir ce que ça allait donner. Et puis, comme le titre est assez court, voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de se lancer. J'ai commencé à le lire et j'ai vraiment beaucoup apprécié le début, on va dire les 20 premiers pourcents, je dirais quand même. Vraiment, j'étais très bien dedans, j'ai trouvé ça très chouette. J'aimais beaucoup le personnage de Daisy, qui est un personnage assez survolté, qui grandit du coup dans l'Angleterre victorienne, qui va se retrouver orpheline et qui du coup se retrouve à habiter chez un oncle et une tante éloignés qu'elle ne connaissait pas vraiment. Et voilà, elle se retrouve à habiter chez eux. J'aimais beaucoup voilà, son tempérament de feu, son éducation assez moderne, etc., qui se retrouve dans ce manoir assez ancien. Je trouvais ça vraiment chouette, sauf que arrivé vers du coup justement à peu près 20%, 25%, on a un personnage masculin qui entre en jeu et clairement, voilà, l'attirance est immédiate entre deux. C'est un personnage masculin qui, en soi, m'a pas plus dérangé que ça, mais Daisy, du coup, devient complètement mièvre. Elle ne sert, je trouve, plus à rien. Elle oublie tout ce qu'elle avait dit avant, je trouve. Et voilà, je trouve que c'est vraiment pas intéressant. Et puis, par rapport à ce personnage masculin, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on explique que tout son mystère autour de lui est lié au fait que ce soit un enfant de la Lune. Ce qu'on appelle les enfants de la Lune, c'est une vraie maladie qui existe, qui a un autre nom, mais je me souviens jamais comment elle s'appelle. Et en fait, voilà, on nous explique qu'en fait, c'est parce qu'il a, parce qu'il a cette maladie. Alors en plus, il ne l'avait pas avant, apparemment, puisqu'avant, il pouvait faire toute la tournée des bars, etc., sans souci. Maintenant, il a cette maladie et il vit caché. Je pense que c'est un gros prétexte à du surnaturel, de ce que j'ai pu comprendre aussi des autres avis, des autres personnes. Et je trouve ça, du coup, un petit peu dommage et pas très cohérent, puisque, donc voilà, déjà, la maladie des enfants de lune, c'est une maladie qu'ils ont vraiment dès qu'ils sont petits. C'est pas quelque chose qui arrive plus tard. Et puis je trouve du coup que c'est un peu bizarre que ce soit juste un prétexte pour du surnaturel. En fait, on nous dit juste à un moment qu'il a ça et puis c'est tout. Je sais pas du coup si on revient un petit peu là-dessus plus tard dans le récit, mais moi j'ai lu donc 50% du livre et on n'expliquait pas plus que ça, donc je comprends pas très bien l'intérêt en fait d'avoir mis ça. En plus de ça, donc les deux sont quand même censés être cousins, puisque elle est censée être chez son oncle et sa tante éloignés. Je vous dis censé parce qu'en fait, on nous parle H24 du fait que mais c'est pas bien parce que du coup c'est de l'inceste potentiellement, etc. Et vu comme c'est dit, vu tout ce qui est sous-entendu très très fortement, je pense que en fait ils ne sont pas cousins et que c'est une alliance un petit peu plus compliquée que ça entre les deux familles. C'était pas écrit clairement au stade où j'en étais, mais il y a eu tellement d'allusions que je pense que c'est ça. Voilà, donc du coup je trouve ça assez dommage parce que comme je vous dis, j'aimais beaucoup le début, j'aimais beaucoup le tempérament de Daisy au début et puis vraiment la suite m'a un peu gonflé, m'a fait lever aussi les yeux au ciel quelques fois et je me suis dit que ma foi j'avais pas spécialement envie de continuer, que même si j'étais plutôt curieuse, pas assez pour passer au-dessus de ça. En plus de ça, j'ai également retrouvé quelques fautes, j'en ai pas trouvé énormément mais j'en ai quand même vu quelques-unes qui m'ont un peu sauté aux yeux à la lecture. Donc voilà, du coup c'est pour ça que j'ai décidé d'abandonner Daisy Threshold, arriver à peu près à 50% de ma lecture. Donc voilà, du coup ça n'a pas été une franche réussite avec moi. Ensuite, on va revenir à quelque chose qui m'a davantage plu et les derniers titres que je vous présente sont des romans qui m'ont beaucoup plu. Tout d'abord, on a le tome 1 des Héritiers de Brisane par David Brie aux éditions du coup Nathan. Ce premier tome s'appelle La Malédiction du Bois d'Ombre et ça se sent vraiment qu'on est sur la même lignée éditoriale que la série Alvin et Léna. Par Estelle Faye qui est également publiée aux éditions Nathan, à savoir une lignée en fait de romans de fantasy écrits par des auteurs de fantasy adultes, donc par des auteurs confirmés dans la fantasy, mais vraiment adaptés à la jeunesse, prévus pour un public jeunesse. Ici, je crois qu'on est à partir de... Alors, c'est pas écrit, je crois que je dirais peut-être à partir de 8-9 ans. C'est vraiment de la jeunesse, c'est écrit assez gros, et le titre fait 150 pages. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment de la jeunesse. Mais c'est vraiment très chouette, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment prenant. On est du coup sur une histoire dans laquelle on va suivre en fait une vieille dame qui s'appelle Brisane et qui en fait est une sorte de sorcière. Et elle a 3 jeunes enfants du village qui sont un petit peu sous son aile, qu'elle prend un peu sous son aile, qui sont un petit peu considérés comme des marginaux par rapport à tout le reste des enfants. Et auquel elle va confier des missions. On va revenir également sur des choses plus anciennes puisqu'on est dans un univers de fantasy mais dans lequel on nous explique qu'en fait toutes les créatures etc qu'on connaît font plutôt partie de l'ancien monde, qu'il s'est passé quelque chose et que depuis tout ça a été un petit peu caché, mis de côté, envoyé ailleurs, on ne sait pas très bien, mais voilà, en tout cas que c'est beaucoup moins présent qu'avant.
C'était vraiment chouette, j'ai vraiment bien aimé les personnages. On a quand même un vrai univers, on sent qu'il va pouvoir se passer plein d'autres choses par la suite. C'est un premier tome, je sais pas combien de tomes sont prévus. Le tome 2 est prévu, je crois, pour... alors, c'était écrit là... est prévu pour le mois de septembre 2021. Je me souvenais que c'était pour 2021, je me souvenais pas que c'était aussitôt. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est déjà prévu pour assez rapidement, donc c'est vraiment très chouette. Il y a de jolis messages qui passent, les personnages sont attachants. Je pense vraiment que c'est une lecture qui saura plaire au jeune public. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis, si vous avez apprécié notamment la série Alvin et Lena d'Estelle Faye, je trouve qu'on est vraiment dans la même lignée éditoriale et je trouve ça vraiment très chouette à lire. Donc voilà, celui-ci je lui ai mis la note de 16 sur 20. C'était un service presse d'ailleurs des éditions Nathan que je remercie du coup pour cette découverte. Ensuite, on va passer au roman graphique et alors c'était vraiment deux superbes lectures. Tout d'abord, on a la lecture de Entre les lignes. Comme je vous disais, c'est donc l'adaptation du roman Toutes les histoires d'amour du monde par Baptiste Beaulieu. Ça a été adapté par Dominique Mermoux et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Toutes les histoires d'amour du monde en grand format, c'est comme ceci. Il est également sorti en poche avec 7 couvertures. Et si j'insiste un peu dessus, c'est parce que c'est vraiment un roman que j'ai adoré. Ça a été un coup de cœur quand je l'ai lu. C'est un titre qui m'a beaucoup émue, qui m'a beaucoup fait pleurer. L'histoire de Toutes les histoires d'amour du monde, c'est l'histoire en fait de la famille de Baptiste Beaulieu, à savoir qu'au décès en fait du grand-père, ils ont retrouvé beaucoup de lettres qui parlaient de quelqu'un qui était très proche de lui, auquel le grand-père tient énormément, auquel il a raconté toute sa vie en lui écrivant une fois par an, vraiment tous les ans, quel que soit son âge, etc., pendant des décennies. Sauf qu'en fait, cette personne est complètement inconnue de la famille. Ils ne savent absolument pas qui c'est, ils n'en ont jamais entendu parler. Et du coup, voilà, en fait, finalement, c'est avec le décès du grand-père qu'ils vont se rendre compte de toute cette histoire qui va remonter. C'était vraiment une histoire extrêmement touchante, du coup une histoire aussi beaucoup de transmission, une histoire intergénérationnelle qui remonte du coup aussi au moment de la guerre, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et c'était vraiment voilà, une super belle histoire. Ça m'avait, comme je disais, beaucoup émue. Et du coup, j'étais très curieuse de découvrir Entre les lignes, qui est donc l'adaptation au roman graphique, et de retomber dans toutes ces émotions que j'avais ressenties. Entre les lignes, du coup, c'est une adaptation. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques différences, qu'il y a des choses qui ont été un peu changées, si je dis pas de bêtises, pas du tout dans les lettres, mais plus dans l'aspect contemporain qui va avec. Alors, c'est peut-être mes souvenirs du roman qui sont pas bons, mais j'ai quand même l'impression que ça a été changé. Enfin, c'est une adaptation, hein, donc voilà. Après, pour ce qui est du coup du texte, le texte m'a beaucoup plu, il m'a beaucoup touchée à la fin. J'ai mis peut-être un peu plus de temps à rentrer dedans qu'avec le roman, mais par contre sur la fin j'ai ressenti vraiment la même vague d'émotions et à nouveau j'étais complètement en larmes. J'aime beaucoup le style de dessin qui existe pour les lettres, qui est vraiment voilà, dans ces deux tonalités de couleur bleu et un peu marron. J'aime un peu moins le style de dessin pour le reste. Pour l'aspect plus contemporain. C'est un style de dessin pour le coup qui me parle un peu moins que celui des lettres, mais comme la partie des lettres est peut-être celle qui me touche le plus, du coup c'est pas très grave. Mais c'est vrai que la dimension justement contemporaine m'avait beaucoup touchée aussi dans le roman et peut-être du coup un petit peu moins dans le roman graphique. Voilà, en tout cas du coup c'est une très chouette adaptation, je vous recommande vraiment de découvrir cette histoire qui est vraiment je trouve une super belle histoire. Et du coup ensuite j'ai également lu Le cœur des femmes par donc le roman de Martin Winkler mais adapté par Aude Mermillot aux éditions Le Lombard. Pour le coup je pourrais pas du tout vous dire si c'est une adaptation fidèle ou pas puisque je n'ai pas encore lu Le cœur des femmes. C'est un titre qui me fait très envie depuis un petit moment déjà. D'ailleurs on me l'a offert à Noël parce que je l'avais demandé, donc voilà, vraiment c'est un titre que j'ai très envie de découvrir et au départ je voulais pas lire la bande dessinée tant que j'avais pas lu le roman, et puis en fait j'ai une amie qui m'a fait un très bon retour sur le roman graphique et du coup j'ai eu envie de le découvrir aussi. Donc voilà, du coup Le cœur des femmes, donc c'est l'histoire de Jean Atwood qui est cette jeune médecin qui a très envie de faire de la chirurgie gynécologique et notamment de la chirurgie réparatrice. Avant de pouvoir être chirurgienne, elle doit faire un stage de 6 mois dans un service un peu particulier qui est tenu par un professeur qui a un peu une réputation un peu d'illuminé ou en tout cas quelqu'un d'assez différent en fait des autres. Et c'est un médecin d'ailleurs qui est un médecin généraliste et non pas gynécologue et qui tient ce qu'il appelle une unité de la femme dans lequel en fait il reçoit les femmes et puis surtout il les écoute beaucoup.
Et en fait, on va voir que ce médecin met vraiment en avant tout ce qui est du domaine de la bienveillance, du consentement, etc. Explique en fait explique à Jean Atwood que certains gestes médicaux qu'on nous apprend sont extrêmement inconfortables, voire douloureux pour les patientes, et qu'en fait ils n'ont pas lieu d'être, ils n'ont pas besoin d'être comme ils sont, qu'il y a d'autres techniques qui existent, qui sont peut-être un peu moins faciles pour le médecin, mais tout à fait faisables, et qu'en fait, juste on les fait pas par confort pour le médecin, sans se soucier de la patiente, et voilà, ça nous explique quand même un peu que tout ça vient d'un ancien milieu assez patriarcal, etc., dans lequel on n'écoutait pas forcément les femmes, et notamment vis-à-vis de leur douleur, dans lequel on estimait qu'avoir ces règles, c'était normal que ce soit douloureux, que les gestes gynécologiques, ça devait forcément être douloureux aussi, etc. Et du coup, en fait, ça parle de tout ça. Martin Winkler est médecin lui-même, et je trouve ça vraiment très important, en fait, de parler de tous ces sujets, de parler vraiment de l'écoute, du respect, du consentement, de la bienveillance, et à travers cette fiction, de communiquer tous ces messages, en fait, à un lectorat. Je trouve ça très chouette, ça montre vraiment une écoute des patients, et ça montre aussi que même si on a été un médecin qui n'a pas toujours fait toutes les choses bien, eh bien on peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux, et je trouve ça très chouette, parce que finalement c'est un titre du coup qui parlera autant, je trouve, aux médecins autant pour la vignette médecin que pour la vignette patient, et juste femme qui va consulter quelqu'un. Je trouvais ça vraiment très très chouette, c'est un titre qui m'a beaucoup émue. Je lui ai mis la note de 20 sur 20, ça a vraiment été une très très bonne lecture que je vous recommande très chaudement, parce que je la trouve vraiment utile, et je la trouve vraiment importante. Voilà, donc oui, c'est un récit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Un tout petit peut-être bémol, c'est même pas vraiment un bémol, mais on va dire qu'il y a un petit élément sur la fin qui a un côté peut-être un petit peu émotion recherchée, un petit peu, je dirais sensationnel, c'est pas le mot, mais voilà, tire-larme, c'est ce qui me vient, mais c'est pas non plus vraiment ça. Mais voilà, on cherche un petit peu à provoquer de l'émotion, et je trouve que c'est peut-être un petit peu en plus, que ça n'avait pas forcément nécessité d'être là. Mais en tout cas, oui, ça a vraiment été une très très chouette découverte. J'ai maintenant très envie de découvrir le roman Le cœur des femmes, ainsi que du coup L'école des soignantes, qui a un autre titre qui a été également écrit par Martin Winkler, et qui est plus ou moins une suite au cœur des femmes. Donc voilà. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces titres. Vous en avez peut-être déjà lu certains, alors il y en a beaucoup qui sont sortis récemment, donc peut-être pas beaucoup, mais voilà, j'espère du coup que je vous aurai donné envie d'en découvrir certains, que vous pourrez faire de belles lectures, de belles découvertes. J'espère en attendant que vous faites, vous de votre côté, de chouettes lectures, que vous passez de bons moments entre les pages de très bons livres. Et puis donc pour ma part, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!